Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver en cette fin d'année. Les fêtes battent leur plein, Noël est passé, le jour de l'an arrive et on a décidé de se retrouver avec JC Flo pour vous faire un petit résumé de notre Power Ranking traditionnel, celui de 2024 du coup là pour cette fin d'année, où on classe les joueuses selon leur niveau, selon leurs aptitudes, parfois un peu leur potentiel sur ce qu'elles ont accompli durant l'année écoulée. On a notre petit calendrier de l'Avent / Power Ranking qu'on vous propose tous les ans. Peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui ont ouvert leur petite case tous les jours pour découvrir le classement dans l'ordre décroissant, donc de la 24e à la première position. Et aujourd'hui, c'est notre synthèse. Donc peut-être que ce sera une surprise pour vous, peut-être que vous connaissez déjà et que vous attendez juste l'opportunité de nous dire qu'on s'est trompé dans les commentaires, et vous avez tout à fait le droit de faire ça. JC Flo, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver en cette fin d'année. Alors, on manque de matchs WNBA à se mettre sous la dent. On a un peu de NCAA, mais voilà, là, c'est la période des fêtes. On va se faire notre petit power ranking. Comment vous allez, les gars? Oh ben ça va, on a. Enfin là, personnellement, je digère encore un petit peu, puis on se fait 2-3 jours de biscotte pour réattaquer mardi prochain. Donc là, c'est bien. En congé pour le moment, donc courage à tous ceux qui travaillent et voilà, un petit peu de repos pendant cette période hivernale. Tout à fait. Ouais, JC bah aussi. pareil, hein, en vacances aussi, donc tout va bien, quoi. Ouais, Tout va bien. JC aussi, il a la voix du mec qui a un peu festoyé, qui a bien mangé pendant les Évidemment, fêtes, évidemment. évidemment, toujours. Et à digérer, il y aura ce classement qu'on va vous proposer, sur lequel vous pourrez nous donner votre avis. On va remonter de la 24e à la première position, par rapport donc à cette saison 2024 qui s'est terminée par la victoire, le sacre du New York Liberty. Donc en gros, on a fait chacun nos 3 classements, on a fait une petite synthèse en se réunissant, et ça donne le classement que vous allez découvrir maintenant petit à petit. On commence avec la 24e position, messieurs, avec une habituée des discussions à chaque fois, chaque année. On se demande si c'est terminé, si c'est pas terminé, si elle va revenir, pas revenir, si elle va nous faire mentir ou pas. Et en 24e position, on a Madame Tina Charles, 35 ans, intérieur du Atlanta Dream, qui occupe la dernière place de notre classement, mais c'est quand même déjà... c'est pas rien, parce que c'est pas la joueuse la plus jeune, c'est pas la joueuse avec le moins d'expérience, et elle a déjà été hors de notre classement, les saisons où elle n'était pas là, les saisons où c'est un peu plus compliqué pour elle. Est-ce que Tina Charles, dans vos souvenirs, a fait l'objet de débats entre nous? Pas spécialement, mais Tina, c'est un peu la joueuse qui monte, qui descend d'une année à l'autre. Elle vient pas. Elle fait une année où elle a l'air de petit à petit être sur le déclin, puis elle vient pas, puis elle revient, elle déglingue tout, et puis c'est un peu bizarre la fin de carrière, enfin la deuxième partie de carrière, je veux dire, de Tina Charles, mais sur cette année, elle a été plutôt très bonne, moins en mode soliste comme elle a pu l'être par le passé, où du coup individuellement elle remontait dans le classement, mais elle a été très juste au sein de l'équipe d'Atlanta, et d'ailleurs je pense ne pas me tromper en disant que c'est la seule joueuse d'Atlanta qu'on met dans notre power ranking, donc ça montre aussi qu'elle a quand même été importante dans la saison là-bas. Ouais, bah joueuse en double-double hein, encore cette année presque, hein, donc C'est ça, en gros 15 points 10 rebonds à peu près. ouais, 15 points de rebond, des bons pourcentages globalement. Moins de volume à 3 points qu'elle nous avait habitués depuis les dernières années. Elle a vraiment joué plus à l'intérieur. C'était un besoin qu'avait Atlanta depuis quelques années. Moi, je trouve que ça a été la meilleure Atlanta, même si Atlanta était un petit peu décevant au niveau du classement, mais je l'ai trouvée excellente et j'ai bien aimé le rôle qu'elle a pris justement. Ce que tu pouvais dire, Flo, de ne pas vouloir prendre trop de ballons, etc., de pouvoir plutôt gérer l'équipe jeune autour. Je l'ai trouvée assez rayonnante, puis elle a quand même grimpé une marche importante quand même du classement all-time. Tu fais bien de le rappeler maintenant, elle est la deuxième meilleure marqueuse all-time derrière Diana Taurasi. Et cette fin de carrière, elle est intéressante parce que parfois on a un peu déploré le fait qu'elle donne l'impression de courir un peu après une bague. Elle a fait des arrêts, des piges un peu surprenantes où ça se passait pas toujours bien. Elle est repartie en Chine où on ne savait pas si elle allait revenir et de quelle manière. Donc là, c'est intéressant de l'avoir se greffer à un projet qui, même si cette année n'a pas forcément été aussi bon qu'on l'espérait pour Atlanta. Elle a encore elle a de l'énergie à revendre, clairement, elle peut encore apporter quelque chose, que ce soit un groupe jeune ou pas. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'elle était toujours là et que ça reste une des plus grandes joueuses à ne jamais avoir gagné de bague, en tout cas en activité. Je pense que là-dessus c'est indiscutable. Je sais pas si elle sera dans nos prochains Power Rankings, mais en tout cas là elle est encore là. Voilà. Tina Charles. 23e, les gars.
Chelsea Gray des Las Vegas Aces. C'est l'une des plus grosses chutes, je pense, dans notre classement. J'ai plus celui de 2023 en tête, mais il me semble qu'après ces finales, les 2 titres 12e, des Aces. Peut-être. Voilà. 12e, je pense, de mémoire, un truc comme ça. Quelque chose. On a été top 15, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Voilà, ça c'est sûr. Et une dégringolade qui peut s'expliquer de différentes manières. Hein. Elle n'est pas subitement devenue catastrophique. C'est juste qu'elle a très logiquement un peu de mal à retrouver son meilleur niveau. Il y a eu la blessure. Elle a essayé de revenir très vite pour les Jeux Olympiques avec Team USA, auquel elle a participé quand même. Donc ça, là-dessus, son objectif a été atteint. Par contre, avec les Aces, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, mais on n'a jamais vraiment retrouvé la joueuse totalement déterminante, clutch. C'est toujours une passeuse exceptionnelle. C'est une des leaders de ce groupe-là. Mais voilà, elle a eu un peu de mal à retrouver son meilleur niveau. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas après. Hein. Elle était plus empruntée, j'ai trouvé, cette année-ci, de façon globale. Le Power Ranking, on rappelle que c'est un peu un mix entre le résultat de la saison qui vient de se passer, mais aussi un peu une prévision de ce que peut être l'année prochaine. Donc Chelsea Gray, elle va pas en rajeunissant, même si elle n'est pas encore croulante. 32 ans, ouais. Mais je veux dire, sur le pur niveau de sa saison, je pense même qu'elle aurait pu descendre plus bas. Après, vu ce qu'elle nous a montré en 22, en 23, on peut se dire aussi, tu vois, c'est peut-être une saison un peu moins. Elle revenait de blessure, elle a peut-être eu du mal à revenir. On sait bien que la saison WNBA, c'est assez court en fait. Donc si t'es pas en condition, t'as pas vraiment le temps de te remettre en forme toujours de manière optimale en cours de saison. Donc voilà, on a préféré pas la sortir. On la met vraiment là en fin de top. Et en fonction de la manière dont elle va gérer l'année prochaine, peut-être qu'elle est complètement sortie, ou au contraire, elle est revenue top 15 parce que son shoot est revenu, son agressivité est revenue, voilà, on a fait un peu un mix entre ça en se disant on peut pas juste sur sa saison la sortir et faire un trait sur Chelsea Gray parce que c'est une joueuse, il y a quand même 2 saisons où elle tenait la baraque et était clutch comme jamais à Vegas avec 2 titres à la clé. Donc mais sa saison, ouais, c'est pas évident, c'est pas la meilleure de cette saison. 8.5 passes, c'est sa saison là, c'est une de ses saisons les plus pauvres statistiquement depuis celle où elle avait vraiment explosé avec les Sparks en 2017. Est-ce que, Gis, par exemple, tu penses qu'on a vu le meilleur de Chelsea Gray est-ce que tu penses qu'elle peut revenir à un niveau suffisant pour rester dans notre power ranking, même si j'imagine que c'est pas sa priorité, hein, mais... Je pense que oui, non, c'est sûr. Je pense que c'est physique en fait. Vous vous rappelez, hein, en sortie de finale l'année dernière, il y a des gens qui se posaient la question de savoir si elle allait jouer le Game 5. Au final, elle n'a pas joué pendant 9 mois. Ouais. Il lui a fallu 9 mois pour revenir. C'est extrêmement long. Fracture du pied, hein, c'est ça? Non, voilà, on sait que... Ouais, un problème au pied, on n'a jamais vraiment su exactement ce que c'était. Mais bon, on imagine que c'était quand même compliqué pour pas jouer pendant 9 mois. Elle a été effectivement très empruntée sur le terrain. Physiquement, on voyait qu'elle avait du mal à poser ses appuis. Ça s'est traduit par moins de stats, moins de passes, moins d'adresses surtout. 40% au tir, 33% à 3 points. Pour elle, c'est extrêmement faible. Surtout sur un volume de tir qui a baissé. Donc, je sais pas. Je pense que ça va dépendre de sa capacité à vraiment revenir complètement de cette blessure. Est-ce que c'est juste un manque de préparation et puis la préparation est courtée et le fait que la saison avait déjà commencé quand elle est revenue et qu'elle n'a pas pu mettre tout en place pour être, on va dire, performante physiquement. Après, si elle arrive à se repréparer et que physiquement elle est en bonne forme, il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas, quoi. Donc on va voir. Donc, je pense que c'est comme ce que disait Flo, ça aurait été dur de la sortir. Sur l'année, seulement sur 2024, je pense qu'elle aurait dû sortir. Oui, elle n'est pas dans les 24 meilleurs, mais elle a les 2 dernières saisons plaident quand même en sa faveur et elle méritait de rester encore dedans, je pense. C'est ça. On peut passer à notre 22e. Kelsey Mitchell, 29 ans, arrière du Fever. On s'est quand même demandé à un moment, Gis, on a eu pas mal de discussions sur cette joueuse quand même un peu frustrante pendant quelques saisons. On s'est dit que c'était un peu une soliste qui brillerait peut-être jamais dans un collectif performant. Avec l'arrivée de Caitlin Clark et même la saison précédente, on a quand même vu que c'était une joueuse qui avait d'autres aptitudes et qui semblait être capable de s'intégrer dans un collectif. Et là, cette saison, record de points pour elle, en moyenne 19,2. Elle n'avait jamais été aussi à droite non plus, quasiment 47% global, 40% à 3 points. Pour une soliste estampillée, c'est quand même pas mal. Et elle a participé, même si on a beaucoup plus parlé de Caitlin Clark, elle a participé à cette belle saison d'Indiana qui est revenue en play-off après
après une longue absence depuis la retraite de Tamika Catchings. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'ami Kelsey Mitchell? Je pense que c'était la pièce la plus importante, ou pas loin d'être la plus importante cette année à Indiana. Alors bien sûr, Caitlin a amené beaucoup de choses et ça a enlevé un petit peu du playmaking à Kelsey Mitchell. Elle a été plus dans une optique de joueuse sans ballon, de shooting pur, et en fait, elle a beaucoup profité aussi des défenses qui se faisaient autour de Caitlin pour avoir des espaces, shoots ouverts, voilà. Et du coup, on voit que globalement, quand on a voulu la mettre un peu dans un mode vraiment porteuse de balle, etc., elle n'était pas forcément très efficace. Par contre, quand tu la mets dans une équipe au sein où il y a une meneuse qui focalise la défense, et en deuxième option, c'est une joueuse très forte. Et je pense qu'elle serait très très forte dans beaucoup d'équipes, beaucoup plus fortes. Je pense qu'on met Kelsey Mitchell au Liberty, je pense qu'elle est énorme en fait, avec un rôle. Donc on voit bien que ce type de joueuse, on va en parler d'une autre tout à l'heure, enfin même peut-être de deux autres, où c'est un peu dans le même style, c'est que quand on en enlève un peu le ballon et qu'on les met vraiment dans ce qu'elles savent faire purement, c'est-à-dire mettre des points, bah, ça peut être des joueuses efficaces. Et donc, cette année, elle a été franchement excellente. Il y a eu beaucoup de débats autour de savoir qui devait être first team, second team, mais elle avait honnêtement le niveau d'être d'une seconde team WNBA cette année. Alors après, il y avait du monde aussi, il y a les performances forcément collectives qui rentrent là-dedans, mais c'est pas loin d'être une des 5-6 meilleures guards de la saison pour moi. Donc après, il faut voir aussi le plafond qu'elle peut atteindre. Est-ce qu'elle peut jouer vraiment beaucoup mieux que ce qu'elle est là? Je pense pas trop, mais bon, elle a fait une sacrée saison, honnêtement. En termes d'efficacité, moi, ça m'a bluffé. Non, et puis elle est encore jeune, donc elle a encore... Enfin, c'est quoi? C'est la draft 2018, je pense, Kelsey Ouais, Mitchell. elle est de 95. Elle est dans ses belles années, quoi. Elle est dans ses belles années. Raison de penser que, mis à part des questions de contexte, d'équipe, ce genre de choses, mais potentiellement sur le niveau intrinsèque, la saison prochaine, elle pourrait continuer sur la même lancée si elle se trouve dans des conditions favorables, quoi. Ouais, deuxième sélection de suite au All-Star Game pour Kelsey Mitchell. À un moment, on pensait à elle comme un atout pour un trade potentiel pour faire accélérer la reconstruction. Ça sera peut-être le cas d'ailleurs. Ce sera peut-être toujours le cas, mais en tout cas, sa valeur a augmenté. Je ne sais pas si elle sera tradée ou non, mais sa valeur a assez nettement augmenté. 21e, une joueuse chère au cœur de Gis, ici présent, Ezi McBegor, l'intérieur du Seattle Storm, qui commence vraiment à atteindre un niveau assez énorme avec Seattle dans une saison très compliquée pour Seattle. On a vu d'ailleurs, c'est toujours pas terminé, mais on a vu qu'il y avait un peu de remue-ménage du côté du Storm. Ezi McBegor qui a fait une super saison. Gis, on va te laisser parler d'elle pour commencer. C'est une des joueuses que tu affectionnes depuis que je te connais quasiment. Tu me dis que tu vois vraiment de grandes choses en elle. Ouais, elle aurait dû être, pour moi, elle aurait dû être Deepoy cette année. Ça jouait pour moi avec Kelly McBride, mais en tout cas personnellement, je pense que c'est les deux joueuses qui étaient vraiment au-dessus des autres. Et puis même offensivement, malgré qu'elle a un peu souffert par le manque, on va dire, collectif et de performance du collectif du Storm, mais je trouve qu'elle a passé un palier. On l'a vu au JO aussi, alors ça rentre pas totalement dans ce classement, mais le match qu'elle fait notamment contre la Belgique pour la médaille de bronze. Désolé Flo, mais d'en parler, mais c'est un monstre. Quand on la sert en fait sur pick and roll, franchement c'est une des meilleures joueuses de pick and roll au monde. Alors quand elle est servie et mise dans des bonnes conditions, elle est incroyable. Puis elle est incroyable des deux côtés du terrain, au contre, à la dissuasion, et même sur des switches, même sur des petites, elle tient le choc, quoi. C'est franchement, mais ça pourrait être une joueuse. Enfin, tu vois, dans certaines autres équipes, si elle était deuxième option d'une équipe, ça serait très fort. On vante beaucoup Breonna Jones. Je suis pas sûr, par exemple, qu'Ezi McBegor est beaucoup moins forte que Breonna Jones, par exemple, individuellement. Après, il y a le contexte de l'équipe. Elle jouait avec trois joueuses fortes autour d'elle, ça forcément. Puis c'est pas une joueuse qui prend beaucoup la lumière en plus, donc ça lui va bien sans doute aussi ce rôle. Mais je pense qu'elle peut, et à mon avis, dans le futur, elle aura un autre rôle parce que je rappelle qu'elle est encore toute jeune, elle est de 99. Elle a en fait, c'est ça le truc en fait, c'est que en WNBA, on a parfois, comme les joueuses arrivent souvent plus tard de NCA, elles arrivent à déjà 22 ans. Donc souvent, la vraie éclosion des joueuses, elles arrivent en année sophomore ou en troisième année. Ouais, 26 ça. Même. Et du coup, on a Ezi McBegor, on
on aurait pu assez vite, tu vois, la classer dans le rôle, dans la catégorie role player utile et ce genre de choses. Mais en fait, comme elle est internationale, elle est australienne, elle arrive à 19 ans. Donc, d'un côté, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elle est là. Ça fait déjà 5 ou 6 saisons qu'elle doit être là, je pense. Ouais, 2020, c'est la draft 2020. C'est la draft 2020, elle. C'est même pas la 19. Enfin, soit ça fait 5-6 saisons qu'elle est là. Je crois que c'est 2020. Et en fait, d'année en année, elle n'a pas arrêté de progresser. Et donc, elle a seulement 25 ans, quoi. Donc, elle a seulement l'âge de filles qui sont arrivées beaucoup plus tard. Je crois qu'elle doit avoir 2019, Flo, t'as raison. Elle est plus jeune que Karike Ogunbowale. Elle a l'âge, elle doit avoir l'âge de. Elle est plus jeune que Sabrina Ionescu. Elle est plus jeune que Satou Sabali. Enfin, et pourtant, elle est là depuis un certain nombre d'années. Et donc, ouais, elle arrive en fait dans ces belles années. Elle était dans un contexte avec 3 joueuses fortes et qui à la fois fonctionnaient pas très bien ensemble. Et elle, je trouve qu'elle a été constante tout au long de la saison. Et elle a permis une certaine assise au Storm, comme une autre joueuse dont on va peut-être parler plus tard dans cette équipe-là d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve Ezi McBegor un peu plus haut dans le Power Ranking Swish 2025, si sa progression... elle arrête pas de progresser, de toute façon, depuis qu'elle est en WNBA, elle arrête pas de progresser. Et maintenant, c'est vraiment des deux côtés du terrain, une joueuse d'impact, et je pense qu'on la verra un peu plus haut. Devant Ezi McBegor en 20e position... Chaque fois je le répète, le running gag, la joueuse qui nous a divisé avec Flo pendant une saison sur le titre de MIP. en 2040, on en discutera encore, Flo. Mais Bednaija Laini qui a changé de dimension quand même depuis cette époque et ce débat futile finalement. Bednaija Laini, 20e avec New York, championne WNBA, 31 ans. C'est une des joueuses qui passe constamment sous les radars en WNBA. C'est pas celle dont on chante le plus ses louanges. Elle fait un peu le sale boulot et en même temps c'est quand même une joueuse qui est capable de marquer pas mal de points. Elle a mis son ego de côté pour rendre des services précieux aux Liberty. Sans elle, pas sûr que New York aille au bout. Je pense qu'on peut aller jusque là et ça donne une 20e position pour Bednaija Laini qui pour la 2e saison de suite, c'est intéressant de le noter, on l'avait mis dans notre petite case du calendrier, elle est en tête du différentiel plus-minus, donc quand elle est sur le terrain dans toute la ligue. Ce qui montre quand même, c'est une preuve, enfin, c'est un indice intéressant d'impact global sur son équipe en WNBA. C'est ça, tout en étant, je pense, à mon avis, 5e option offensive de son équipe, ou 4e peut-être, parce qu'il y avait Léonie Fibiche, ça dépend un peu, faudrait voir exactement. Mais en tout cas, elle nous a pas divisé cette année-ci quand on a fait nos power rankings à une place près, on l'avait tous mis plus ou moins dans le même range. Sur ce qu'elle est capable de faire, c'est peut-être une joueuse qui pourrait même être plus haut. Maintenant, il se trouve que dans le contexte d'équipe, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment la 4e, 5e roue du carrosse dans cette équipe-là, derrière l'armada de stars. Et donc là, elle a une 20e position, un range de... Je pense qu'elle doit faire partie du top 20. Et donc voilà, elle a un range. On le répète, hein, mais dans ce power ranking-là, parfois plus que la place exacte, c'est surtout un peu les emplacements. Ouais, c'est ça, les emplacements globaux. Elle aurait été 18e. Enfin, c'est pas vraiment ça qui joue. Par contre, effectivement, pour moi, elle doit faire partie d'un top 20. Ça fait partie des joueuses qui seraient clairement plus en vue si elle était dans une autre équipe que celle-là. Ça paraît évident. C'est ça, c'est son rôle en fait qui fait qu'elle est 20e. Je pense que sur le volume de la joueuse globale, il est supérieur à un top 20. Mais le fait qu'elle joue en 4e option d'une équipe très forte, on est obligé aussi un peu de la redescendre parce qu'elle a pas le volume d'un top 10 de ce power ranking qu'on va évoquer tout à l'heure, quoi. Ouais. Mais par contre, dans l'impact, plus 16 de net rating sur l'année, c'est juste complètement dingue, quoi. Alors, New York a bien tourné, mais c'est quand même complètement dingue, quoi. Magnifique parcours et trajectoire pour Bednaija Laini qui était, on le rappelle, coupé sans ménagement par Indiana avant de rebondir à Atlanta avec Nikki Collen et finalement d'atterrir à New York avec le statut de joueuse intéressante mais pas forcément celui de joueuse du top 20 et donc elle a participé à la reconstruction et à la remontée de New York et la voilà maintenant elle a quand même elle retire les fruits de toutes ces années là. Donc Bednaija Laini 20e. Bednaija Laini Hamilton maintenant d'ailleurs, faut dire. J'ai mis Bednaija Laini par habitude, mais elle est désormais, voilà, elle a les deux noms désormais. En 19e, ça fait bizarre quand même maintenant de l'avoir sous un autre maillot. Natasha Cloud,
la meneuse du Phoenix Mercury. Je vois sur ton visage, Flo, hein, tu t'es habitué à avoir Tasha sous un autre maillot que celui de Washington ou pas encore? Ou ça y est, c'est... Bof, mais Surtout le contexte, quoi, qui fait mal. ouais, c'est un peu bizarre. Non, mais après, elle a l'air de s'y plaire, elle a l'air de trouver un contexte un peu de dog, comme disent les Américains, qui lui va bien. Je pense que Diana Taurasi, c'est un caractère qui est bien compatible avec elle aussi, donc non, c'est pas mal. Je pense qu'on peut, tout ce qu'on vient de dire sur Beth Nijaleni, c'est le genre de choses qu'on peut dire avec Natasha Cloud aussi, même si moins forte offensivement peut-être. Enfin, plus dans l'organisation, dans la passe, c'est pas du tout les mêmes rôles, c'est pas ça que je veux dire, mais aussi joueuse qui met du liant dans l'équipe, très valuable, et qui passe un peu sous les radars souvent, donc qui m'a l'air assez bien calée. Là, à la 19e place, avant qu'on passe plus à des joueuses qui ont peut-être plus de volume et plus d'impact, ne fût-ce que statistique déjà. Ouais, bah, pas grand-chose à rajouter. Une des meilleures défenseuses extérieures de la ligue, toujours, qui a fait du bien d'ailleurs à Phoenix sur cet aspect. Et puis voilà, et puis très sous-cotée par rapport à son playmaking, quoi. Enfin, deuxième meilleure passeuse de la ligue ou troisième, je sais plus de mémoire, mais en tout cas, maintenant, elle est constamment parmi les meilleures passeuses de la ligue, ce qui n'était pas troisième. Et puis voilà, des choix très très bons tout le temps. Notamment sur pick and roll, des choses... Dans une équipe où ça a manqué de constance quand même pendant la saison chez les joueuses, même parmi les meilleures et même parmi des joueuses classées plus haut, elle a été quand même assez fiable, je trouve, et elle s'est plutôt bien intégrée, mine de rien, même si moi j'ai toujours du mal ça me fait toujours bizarre de la voir avec un autre maillot que celui des Mystics. Elle a tellement incarné la franchise que voilà, et puis ça s'est pas très bien terminé, donc on espère quand même que ça se rabibochera un jour. C'est l'une des choses pour les plus monter le maillot. Voilà, pour pouvoir monter le maillot, je pense que Flo le fera avec grand plaisir si on lui demande de faire monter le maillot de Tasha Cloud. Ah, chez moi, il sera là, dans le coin de mon bureau, il n'y a pas de souci. Mais faut juste que je l'achète. En 18e position, les gars. Est-ce qu'on parlerait pas des deux en même temps là, tu veux faire un doublé? Très bien, ça peut. Non, ça me semble pas mal. C'est bien de les garder ensemble. Au 17e et 18e position, des rookies. C'est pas banal, je crois qu'on n'a jamais fait ça depuis qu'on fait les power rankings. 2 rookies au 17e et 18e position. On sait que certains d'entre vous les auraient peut-être mises plus haut que ce que bas. D'autres peut-être plus bas, va savoir. D'autres peut-être pas dans le classement en tant que rookie, mais ce serait quand même un peu abusé. En 17e, on va commencer en 18e position, Angel Reese de Chicago. Et en 17e position, Caitlin Clark d'Indiana. Est-ce que Angel, est-ce que ça a été un peu clivant parmi nous? On l'avait mis plus haut, plus bas? J'avais ça sous les yeux. Angel, les deux ont été clivantes en fait. On a eu des gros écarts entre les deux. Chez vous surtout. Moi, en fait, je les avais gardées proches toutes les deux, mais fort bas, plus en mode parce que c'est des rookies et que faut quand même rappeler que je pense que depuis qu'on fait ce power ranking, on a très rarement rentré des rookies ou alors vraiment la plupart du temps tout à la fin. Je pense que Sabrina Ionescu, non, même pas. Elle était pas rookie puisque son année rookie. C'était déjà l'année d'après. Peut-être que la première année, je sais même plus si en 2019 on l'avait déjà fait. Non, c'est 2020, je crois, la première. Donc voilà, mais. Et puis après, bon, il y a eu des rookies qui étaent moins forts aussi, mais donc voilà, Gis les avait gardés assez proches mais plus haut, et Shai avait mis plus d'écart entre les deux. Enfin, c'était une discussion pas mal. Ça finit par arriver là. Encore une fois, c'est une question de range. C'est deux joueuses qui sont incroyables, l'une comme l'autre, dans des registres très différents. Nous, on a choisi de les laisser proches l'une de l'autre parce qu'on pense, c'est notre avis, vous avez le droit de pas le partager, mais on pense sincèrement qu'au niveau de l'impact que l'une comme l'autre ont eu sur leur équipe et sur les résultats de leur équipe, elles sont pas si éloignées l'une que l'autre en fait. Ça, c'est une chose. Après, les deux ont des catégories, des parties de leur jeu où elles sont déjà élites. Malgré qu'elles soient rookies, et l'une comme l'autre ont par contre encore des parties de leur jeu qui sont clairement à polir. Faut pas les faire passer pour des joueuses parfaites, ni l'une ni l'autre. Caitlin Clark, je veux bien qu'on reparle de sa défense. Angel Reese, il y a encore beaucoup de choses à faire sur son shoot, sur sa précision, sa propreté, sur plein de choses. Il n'empêche que ces deux joueuses qui sont déjà à ce niveau-là, et on devrait en fait juste déjà applaudir le fait qu'elles soient déjà à ce niveau-là,
et se rendre compte que le fait qu'elles aient encore une marge de progression qui est loin d'être anecdotique soit complètement dingue en fait. Et donc si on les mettait déjà top 10, plus Caitlin Clark parce que c'est plus celle que, je vais dire, médiatiquement les gens ont voulu mettre plus haut, faut se rendre compte un peu du chemin qu'il y a à parcourir, hein, pour l'une comme pour l'autre. Caitlin Clark est déjà assez élite dans pas mal de secteurs offensifs. À la fois, je pense que l'arrivée de Stephanie White à la tête de l'équipe va lui changer la vie défensivement, mais elle va devoir sans doute un peu donner de sa personne, ce qu'elle n'a pas eu l'habitude de faire, que ce soit avec le Fever ou même avec Iowa par le passé. Donc voilà, il y a des marges de progression pour les deux. On a préféré à ce stade ne pas trop les séparer parce qu'encore une fois, c'est notre avis personnel. Elles sont sans doute pas si éloignées l'une que l'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Après, le côté attaquante élite déjà de chez Caitlin, même s'il y a encore un peu des fois des manques d'efficacité, des sélections de tirs à travailler, mais comme tu l'as dit, Flo, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est leur saison plancher en fait. Il y aura certainement pas de saison moins forte que celle-ci pour ces deux joueuses-là, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Bon, après, on le savait hein, que ça allait être deux phénomènes. Hein. Personnellement, nous, en tout cas, on avait quand même on avait mis les deux très très hautes. Il y aurait pu y en avoir une troisième hein, si elle s'était pas blessée dans le power ranking. Hein, on n'en a pas parlé, mais Cameron Brink aurait pu aussi apparaître si elle avait fait une saison complète. Je pense qu'elle aurait pas, elle serait peut-être pas rentrée, mais elle n'en aurait peut-être pas été si loin que ça. Non, c'est exceptionnel. Et puis c'est beau déjà d'être presque aux portes du top 15 pour deux jeunes joueuses comme ça qui vont, je pense déjà être encore plus fortes dès l'année 2. Hein. Je rappelle. Hein, quand elles sortent de leur année NCA, elles n'ont pas du tout de temps de préparation. Elles sortent, elles draftent, elles enchaînent au training camp et elles jouent. Hein. Et elles sortent en plus d'une saison qui est très longue en NCA avec pas les mêmes conditions de préparation physique non plus hein, que la WNBA. Donc là, avec 8-9 mois de préparation en plus, je pense que ça ne va pas être du tout les mêmes en mai. Il faut souligner que toutes les deux ont quand même battu des records cette saison, des records statistiques. Certes, il y a plus de matchs qu'avant, mais voilà, des accomplissements. Il y a plus de volume aussi, il y a plus. Voilà. Mais ça reste incroyable. On a vu l'une qui est une machine à double-double, l'autre qui peut scorer, faire du playmaking. Enfin, c'est deux joueuses exceptionnelles. Et puis peut-être le plus impressionnant, je pense, qu'il faut mentionner, c'est quand même la manière dont elles ont survécu quelque part à la hype, au fait que on a voulu les mettre tout le temps en opposition. Enfin, pour des jeunes joueuses, c'est beaucoup de pression médiatique. On se rend pas compte quand même. Leur maturité à l'une comme l'autre. Mais toute cette génération-là, hein, parce que Cameron Brink, c'est pareil. Paige Baker, ce qui va arriver l'année prochaine, c'est pareil. Enfin, la préparation, le fait qu'elles sachent déjà à l'avance ce à quoi elles vont être confrontées et la maturité avec laquelle elles font face à ça. Le professionnalisme en fait dont elles font déjà preuve à très jeune âge, c'est aussi un aspect très important et je pense très positif pour le futur de leur carrière. Quoi. Absolument. On passe à une joueuse. Elle aussi, on peut peut-être les regrouper aussi là. Tu veux les regrouper? Allez, 15-16, ouais. Ouais, 15-16, c'est des joueuses. C'est un peu le même profil. Des arrières qui aiment beaucoup l'attaque, qui scorent fort, qui ont déjà été toutes les deux meilleures marqueuses de la ligue, si je ne m'abuse. Oui. Et c'est vrai que leur cas nous a fait un peu discuter entre nous. En 16e place, on a Jewel Lloyd du Seattle Storm, même si à l'heure où on enregistre, elle est toujours une joueuse du Seattle Storm, malgré sa demande de trade. Et en 15e position, Arike Ogunbowale. Qu'est-ce qui, selon vous, nous a fait mettre Jewel un peu plus bas, un cran derrière Arike, par exemple? Parce que, pareil, j'ai plus les classements précédents, mais... Jewel Lloyd a sorti une saison individuelle en mode one woman show avant. Elle était 11e, 12e l'année passée, je pense. Je pense pas qu'elles ont tant reculé que ça en fait au final. Arike est un peu plus bas, mais elle devait être top 15. Elle devait à peu près être à cette hauteur-là, Arike. Déjà, c'est deux joueuses avec des profils assez similaires dans le sens où elles sortent toutes les deux d'une saison assez décevante. Pas pour les mêmes raisons. Jewel Lloyd, je trouve que c'est un peu plus décevant à titre individuel. Parce qu'elle a produit, Arike, elle a été plutôt bonne, mais dans un effectif qui était complètement dysfonctionnel. Donc voilà, donc ces deux joueuses qui sur le talent pur sont aux portes du top 10, je pense, l'une comme l'autre. Oui. Qui sur leur saison pourraient même être plus bas, quasi. La saison de Dallas est ultra décevante. La saison pas de Seattle, mais de Jewel Lloyd, en tout cas en termes de propreté de jeu. Enfin, j'ai plus ses pourcentages en tête. C'est une de ces saisons les moins à droite, les moins prolifiques. Et puis une position claire avec le coaching staff, c'était
C'était Donc, compliqué. et donc un peu comme on en discutait avec Chelsea Gray tout à l'heure, nous on fait un peu un compromis entre les deux. Fallait qu'on les descende un petit peu par rapport à leur saison. Maintenant, c'est des joueuses qui doivent être toutes les deux avoir. Joe Lloyd, elle doit avoir 30 ans, Harry 27, un truc comme ça, 28. Alors 31 pour Joe Lloyd. Ouais. Et Harry Kay, elle a Elle est de 97. 27 ans seulement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est des joueuses qui sont, je veux dire, dans la force de l'âge et de leur capacité, et donc il n'y a pas de raison de penser que l'année prochaine elles puissent pas faire, pour un peu que le contexte soit favorable, une fois de plus, une saison hyper percutante, quoi. Vous y croyez à Joe Lloyd qui revient parce que là, du coup elle va théoriquement changer de contexte, donc faut voir quel type de contexte elle va récupérer, et dans ce nouveau contexte, est-ce que individuellement, toujours là on parle dans l'optique d'un power ranking, hein, elle peut très bien retrouver une situation où elle sera championne, et etc., dans un rôle différent, mais Ouais. est-ce que là est-ce que vous la voyez potentiellement remonter Moi, je pense que le problème de Joe Lloyd cette année, ça a été vraiment la façon de jouer de Seattle qui n'était pas adaptée, plus que ses contre-performances. Alors bien sûr, après, ça joue sur le côté mental, sur le côté physiologique. Si c'est mal placé dans le groupe, maintenant on le sait à peu près que ça s'est mal placé. Donc ça joue, mais bon, elle n'est pas devenue mauvaise comme ça en 6 mois, c'est pas possible. Je pense que c'est juste une question de contexte. Si on la met dans une équipe, on verra ce qu'elle fait comme choix. Est-ce que plutôt elle veut aller encadrer des jeunes ou plutôt jouer dans une équipe concurrente contender pour le titre, sachant qu'il faudra peut-être faire des efforts financiers dans ce cas-là, mais bon, voilà, on verra. Mais je pense qu'elle elle est encore à maturité. Avec la saison d'avant qu'elle a fait où elle était excellente, j'ai pas de doute. Puis Harry Kay, je pense que c'est une question de vraiment dysfonctionnel avec le coaching staff. Ça n'a pas matché du tout à Dallas. On lui a demandé de faire des choses que elle sait clairement pas faire, organiser le jeu, etc. Même si elle a quand même augmenté la passe et tout, mais bon, on voit bien que c'est un problème, la sélection de tir. On verra ce qui va se passer à Dallas. L'arrivée d'une peut-être jeune meneuse va peut-être pouvoir aussi remonter aussi le niveau d'efficacité d'Harry Kay. Donc, moi, je pense que c'est deux joueuses très fortes, c'est deux joueuses qui pourraient être aux portes du top 10 de ce power ranking, mais qui sont effectivement dans des contextes pour le moment un peu compliqués. Quand on va les remettre dans des formes de jeu où elles sont plus fortes, ça reste deux attaquantes et pour Joe Lloyd une défenseuse aussi hors norme, donc ce qui est moins Harry Kay par contre pour le coup, mais voilà, je pense qu'elles n'ont pas encore vraiment tout montré, en tout cas dans un impact collectif, quoi. Donc oui, je pense que les deux joueuses vont rebondir, quoi. J'ai pas trop de doutes, collectivement en tout cas. Ouais. On remonte pour se rapprocher un peu du top 10 en 14e position, une joueuse qui est médiatiquement pas la plus exposée comme tous les ans, qui revient d'une grave blessure. Breonna Jones, 14e, intérieur du Connecticut Sun, 28 ans. Breonna Jones, elle a joué les 40 matchs de saison régulière et les 7 matchs de playoff du Sun. Alors, au sortir d'une grosse blessure, toujours aussi importante, toujours ce rôle de point d'ancrage, le côté liant qui est toujours très important, la connexion avec Alyssa Thomas, et c'est encore, a priori, l'une des joueuses peut-être les plus sous-cotées de la ligue encore. Oui, sans doute. Ouais. Oui, je suis d'accord. L'efficacité est incroyable. Quand on regarde ses taux d'utilisation par rapport à son nombre de points marqués, etc., c'est hors norme. Élite au rebond, décale à la balle poste bas, en gros, il n'y a personne qui l'arrête, quoi. Donc non, c'est très fort, quoi. Très très fort. Pour moi, elle est clairement, effectivement, dans les 15 meilleures joueuses de la ligue. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Et je maintiens ce que je dis tous les ans. Je pense que dans un contexte où elle serait première, voire deuxième option d'une équipe, je pense qu'elle ferait des stats largement supérieures à ce qu'elle fait, quoi. Et elle est bonne dans tous les contextes. On la voit en Euroleague, elle est forte. Au Sun, elle est forte. Je pense qu'elle pourrait s'imbriquer dans les 13 maintenant franchises, futures franchises de la Ligue sans difficulté, quoi. Donc c'est très bonne coéquipière. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est une chose que j'adore. Top 10. Qui n'est pas assez médiatisée pour moi, par exemple. Mais... Ouais. Top 10 plus-minus de la Ligue, 9e pour être précis. Et du coup, meilleur top plus-minus de Connecticut. Donc, c'est pas celle qui a le plus gros volume. On pourrait se dire, tu vois, par exemple, Harry Kay, Joe Lloyd, Breonna Jones, c'est une joueuse qui est moins flamboyante. Peut-être moins côté talent naturel, peut-être. Mais par contre, il y a le contexte de la saison, où la saison était beaucoup plus positive. Je pense qu'on a été très content de la revoir vraiment en forme aussi, avec la grave blessure qu'elle avait eue. Donc...
Donc ouais, 14e position. Surtout que là, on va petit à petit rentrer dans des joueuses qui sont vraiment première option de leurs équipes, à quelques exceptions près. Donc voilà, ça me paraissait pas mal que Breonna Jones arrive derrière ces joueuses-là. Ouais, les premières options arrivent à peu près, je dirais, autour de la 10e place, on va dire. Vous Ouais, c'est allez ça. voir avec ce qui vient. La prochaine joueuse n'est pas une première option, mais c'était quand même une joueuse importante lors de 2 titres. Les 2 titres remportés par les Las Vegas Aces en 13e position. Kelsey Plum, 30 ans, mine de rien. J'ai l'impression qu'elle est arrivée hier dans la ligue, 30 ans, avec Las Vegas Aces. Après une saison où on s'était dit qu'elle n'était pas si loin que ça d'être MVP quand même, lors du 2e sacre de Las Vegas. Elle a un peu rentré dans le rang cette année. Il y a eu les soucis collectifs qu'on a vus du côté des Aces. Ça a été plus dur de répéter. La fatigue de l'enchaînement des victoires, c'est jamais simple. Elle a eu des soucis personnels aussi. Et elle a fait une saison moins productive globalement, moins à droite. Et du coup, elle est un peu peut-être plus basse. Je ne sais plus combien on l'avait mise la saison dernière, mais Elle doit être 7e, 6e, 7e l'année dernière. Ouais. Oh non, il y a déjà... Ouais, mais si, c'est ça. Mais elle sortait de sa saison... Ouais. Non, je sais plus. Où il y a 2 saisons qu'on l'avait vraiment mis très haute. Je ne sais plus. En tout cas, là, elle est un peu plus basse. Elle a perdu quelques rangs. Et bon, Kelsey Plum, c'est un des visages de la ligue. C'est une joueuse qui a beaucoup joué après avoir eu des saisons tronquées, voire des saisons blanches. Et pareil pour toutes les joueuses un peu. Les joueuses des Aces, est-ce que là, c'est un vrai coup d'arrêt cette saison où elles n'ont pas réussi le three-peat, ou est-ce que c'est simplement une parenthèse où on va la revoir individuellement exceptionnelle comme elle l'a été la saison précédente? Je ne sais pas ce que vous pensez de son cas. Pour elle, il n'y a pas de question physique en tout cas. Comme on peut en avoir pour Chelsea Gray, elle n'est pas si âgée que ça, même si petit à petit les années commencent à s'accumuler, mais elle n'arrive pas encore dans un moment où tu commences à vraiment dire que son déclin est physique en tout cas. Kelsey Plum, c'est plus une certaine forme d'irrégularité où elle peut être flamboyante sur un match et parfois être un peu plus transparente sur un autre match. On la met encore un 13e parce que je pense qu'on croit dans le fait qu'elle puisse revenir à un très bon niveau. Et donc voilà, il y a une espèce de compromis. Je trouve que parfois on peut la mettre un peu dans une catégorie comme Jewel Lloyd et Harry Kay, qui peut être parfois une joueuse à risque, pas toujours à haute efficacité. Je trouve quand même qu'elle a fait une un peu meilleure saison que ces 2 autres joueuses là, et c'est pour ça qu'on la met au-dessus, même si on peut pas vraiment la rentrer plus haut parce qu'elle est plus dans ses standards effectivement de cette saison 2022 où là elle était, je le répète, pour moi la meilleure joueuse des ici cette saison-là. Ce qui cette année n'a clairement pas été le cas. Je pense qu'il y a une autre joueuse des Aces qui a un peu crevé l'écran. Juste un avis sur Kelsey Plum. Est-ce que tu la vois regrimper les rangs? Après, j'ai l'impression que c'est un peu lié quand même ça va dépendre de ce qu'il advient des Aces. Est-ce qu'elles rebondissent tout de suite, ou est-ce que c'est vraiment du déclin par rapport à leur dynastie? Moi, ce que je note juste, c'est que elle a fait 3 saisons de suite sans blessure. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, et c'est rassurant pour elle après ce qu'elle a connu un peu plus tôt dans sa carrière. Je pense pas qu'elle a diminué cette année. Je pense qu'elle est dans ce range-là. C'est-à-dire, en gros, quand on va rentrer dans le top 10, on va parler beaucoup de première option d'équipe. C'est pas une première option. Je pense pas que ça serait une première option viable d'une équipe qui veut jouer vraiment quelque chose, d'être vraiment très compétitif. C'est une lieutenant parfait. Elle est free agent. Là, on va voir ce que va faire Vegas, mais je pense que c'est une joueuse assez parfaite en plus autour d'Eja Wilson. Non, je pense qu'elle est dans son range. Bon, c'est beau d'être presque 13e meilleure joueuse du monde, quoi. Elle est dans ce range-là. C'est une slasheuse importante qui, quand elle met dedans de loin, c'est presque inarrêtable, quoi. Après, c'est toujours un peu des fois l'efficacité au tir. Moi, je trouve toujours un peu ces mêmes défauts depuis le début. C'est toujours un peu sa sélection de tir, et notamment sa sélection de tir à 3 points. Elle a tendance des fois à vouloir en prendre, et puis mais bon, voilà, c'est son jeu aussi, donc non, je pense qu'elle est à sa place. Franchement, j'aurais du mal à la voir vraiment à monter top 10, quoi. Il faudrait vraiment qu'elle passe un step offensivement, parce qu'en plus elle est quand même impactée par sa défense, quoi. Donc puisque là, elle est petite, c'est pas qu'elle fait pas d'efforts, hein, elle met de l'intensité, mais bon, elle est quand même impactée par sa petite taille, quoi. Donc je pense qu'elle est dans son range. Moi, je l'ai pas vu forcément faire une moins bonne saison cette année. Je pense que la saison des Aces, elle a surtout été handicapée par Chelsea Gray, quoi, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc non, je suis pas trop inquiet. Je pense que Vegas vont la re-signer. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est dans son range, quoi. Et elle a fait une bonne saison, hein.
enfin en tout cas dans ce qu'elle sait faire, quoi. Une autre joueuse qui a fait une bonne saison dans ce qu'elle sait faire et même plus, increvable, comme le bon vin, en 12e position, représentante de l'année 87, la meilleure année évidemment, DeWanna Bonner, 12e de notre power ranking avec le Connecticut Sun. Chaque année on se dit bon allez c'est peut-être, enfin en tout cas depuis qu'elle est au Sun, peut-être que cette année elle va perdre un step comme on dit. Et au final c'est la caution au fighting spirit, le crépuscule il arrive pas du tout, les kilomètres parcourus. Elle monte d'année en année. Elle monte d'année en année, elle a 37 ans. En vieillissant, elle monte d'année en année dans le ranking. Exceptionnel l'impact qu'elle a sur la compétitivité de cette équipe. On parle à juste titre de toutes les de Breonna Jones et Alyssa Thomas qui sont aussi le cœur de cette équipe, mais elle tourne encore à 15 points de moyenne. L'énergie est là. C'est une joueuse qui s'est un peu réinventée avec le temps aussi. C'était quand même une 6e joueuse presque modèle, l'archétype de la 6e joueuse avec Phoenix. Qui est arrivée là, on se demandait ce que ça allait donner à Connecticut, et là, au fil des ans, elle défend plus, c'est mieux, elle attaque toujours. Bon, il y a toujours des petites phases erratiques au niveau de la sélection de tir, sauf que quand ça rentre, ça fait qu'elle est très compliquée à défendre. Plus un gabarit assez particulier et unique aussi en NBA, avec cette longueur et ses coudes très très durs au contact. DeWanna Bonner, 12e à 37 ans. Bravo à elle d'être encore là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette longévité de notre ami DeWanna Bonner? Du respect. Oui, moi, beaucoup de respect, parce que j'ai le même âge qu'elle et voilà. J'ai pas la même. C'est pas les mêmes coudes. C'est pas les mêmes coudes. C'est pas le même gabarit non plus. Gis, t'as pas un petit. Non, pas grand-chose. Elle a fait une excellente saison. Je l'ai trouvée un petit peu moins impactante en playoff, personnellement. Je trouve que Marina Mabrey a pris beaucoup plus le rôle qu'elle avait les dernières saisons au Sun. Alors, c'est peut-être aussi une question d'équilibre. Je trouve qu'elle a été un peu moins impactante et je pense que c'est ce qui a empêché vraiment le Sun d'aller en finale WNBA. Je l'ai trouvée un petit peu moins impactante en défense, en attaque. Mais par contre, bon, vu son âge, franchement, c'est toujours costaud, quoi. Donc on va voir. Et puis bon, c'est pareil, elle passe des gaps dans les classements all-time. Donc on sait pas trop où elle va s'arrêter non plus. C'est ça, le scoring, elle a encore grimpé. C'est c'est un exemple de longévité. Et puis moi, je le dis depuis quelques années, je l'ai adoré, la voir devenir une défenseuse élite alors que ça ne l'était pas du tout au début de sa carrière. Et je trouve que, alors ça, je pense qu'il faut donner du crédit à Kurt Miller, à Stephanie White qui lui ont fait comprendre aussi, mais c'est une évolution du jeu. Mais ça, ce côté-là, c'est vraiment impressionnant parce que en début de carrière, c'était vraiment catastrophique. Et toujours sérieuse. Et puis après, voir ce qu'elle va vouloir faire, là, pareil. Elle est free agent. Est-ce que retenter à Connecticut? Est-ce que essayer d'aller ailleurs? Elle a déjà gagné, entre guillemets, donc je pense pas qu'elle est en recherche vraiment forcément d'un titre exemple, quoi. Il y a forcément ce qui peut se passer aussi avec Alyssa Thomas, quoi. C'est ça, voilà. Elles sont fiancées, c'est pas anecdotique. On peut se demander si elles vont pas choisir de jouer dans la même équipe ou dans la même. Enfin, ça semble pas impossible en tout cas. Moi, je me demande juste si elle va pas écouter le podcast et se dire donc comme ça j'ai été moins impactante, mais vous me grimpez encore de place. C'est les chiffres. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle va pas se dire l'année prochaine vous allez me mettre dans le top 10 tellement je vais être indiscutable à 38 ans. DeWanna Bonner, 12e. On se rapproche vraiment du top 10 en 11e position. Alors c'est un retour fracassant. C'est une joueuse qui a plus grosse rentrée. C'est une joueuse qui a déjà été par le passé. Je crois que dans le tout premier Power Ranking qu'on avait fait, elle était dedans. Et petit à petit, elle avait perdu elle en était sortie. On a toujours reconnu son talent et ses qualités, mais voilà, un peu moins de lumière sur elle, un peu moins de performance aussi. Elle semble quand même avoir retrouvé un très bon contexte. En 11e position, Kayla McBride des Minnesota Lynx, membre essentiel de l'équipe qui allait jusqu'en finale WNBA. Tu le disais tout à l'heure, Gis, quand tu parlais de la défense pour le titre de DPOY, elle aurait très bien pu être élue défenseur de l'année. C'était pas non plus sa force principale lors de ses bonnes années avec Vegas notamment. Jamais été catastrophique, loin de là. Là, cette année, c'est incroyable, je trouve, le niveau qu'elle a eu en défense, l'adresse qu'elle a retrouvée aussi en attaque, le leadership. Tu sais, c'est une joueuse qui avait écrit des trucs des articles dans le Players Tribune pour... elle a quand même elle a vécu des périodes compliquées, notamment autour du Covid et tout ça. Ça a été très dur pour elle de repartir. Là, c'est la saison où je l'ai trouvée la plus épanouie
dans un groupe qui a super bien fonctionné, qui a dépassé les attentes. Et Kayla McBride, moi, elle m'a complètement bluffé cette saison. Ouais, incroyable. Je pense que ici, on la met en 11e position. Devant le top 10, c'est que des joueuses qui sont première option, ou en tout cas intrinsèquement potentiellement des premières options, parce que bon, il y en a qui jouent dans la même équipe, mais des co-premières options, ou voilà. Kayla McBride, c'est, je vais dire, la première des lieutenants en fait. C'est celle qui, sur la saison écoulée, a été la meilleure des lieutenants, un contrepoint parfait à Nafisa Collier et à cette saison incroyable de Minnesota. Donc non, moi c'était, si j'avais eu un billet de vote, c'était Maddie Poy, incroyable. Et 41% à 3 points, je regardais, avec 7 tirs par match. 41% à 3 points, c'est quand même... ces saisons style Sabrina la saison dernière. Absolument, avec de la défense. avec une bonne défense. Donc Kayla McBride, essentiel, on l'a dit. Et on entre maintenant, on entre dans le top 10. Le top 10 en 10e position, messieurs. Une joueuse de Phoenix, malgré la saison compliquée de Phoenix. Kalea Copper, pardon. KFC, Kalea freaking Copper, qui pour sa première saison avec Phoenix a démarré en trombe. À un moment, on en parlait. Elle faisait partie des candidats très très précoces, peut-être pour le titre de MVP, ça veut pas dire grand chose dans les premiers mois, mais elle était très performante, de très loin la meilleure joueuse de l'équipe. C'est un peu retombé après en même temps que le Mercury, mais elle a quand même fait une belle saison. Et à titre personnel, moi je me suis toujours demandé, après son titre de MVP des finales, non pas que c'était un titre forcément au rabais, mais je sais pas, j'arrivais pas à me dire que c'était forcément cette classe de joueuse là. La saison qu'elle a faite après avec Chicago, petit à petit, quand tout le monde est parti, elle a un peu tenu le bateau. Elle a réussi à surnager. Et puis là, après, avec ce départ, c'est une nouvelle aventure à Phoenix. Je la trouve quand même assez étonnante. Et j'aurais jamais imaginé, personnellement, je pense, la mettre dans un top 10 des meilleures joueuses. Et là, elle y est. Donc franchement, bravo à elle. Mais après, ce que j'ai trouvé dingue, c'est son utilisation. Elle a été encore plus utilisée cette année à Phoenix que l'année dernière avec Chicago. Pourtant, il n'y avait personne à Chicago l'année dernière. Et elle n'a pas baissé son efficacité, quoi. C'est ça j'ai trouvé incroyable cette année. Pourtant, moi, à la base, c'est pas forcément une joueuse que j'aime le plus parce que ces histoires... Enfin, je trouve que c'est des joueuses que les Américains savent produire par milliers chez les garçons et chez les filles, d'ailleurs. Ouais. Des ailiers un peu athlétiques, des slasheuses, quoi. Mais maintenir ce niveau d'efficacité dans une équipe de Phoenix qui a quand même eu beaucoup de problèmes de blessures, qui n'a pas forcément toujours mal joué, hein. Je trouve que le jeu était quand même cohérent, mais voilà, elle a eu beaucoup de responsabilités et elle a clairement été la première option de cette équipe, alors qu'on pouvait se demander qui ça allait être offensivement. Encore Diana, Brittney Griner, on ne savait pas trop comment ça allait être construit. Et elle a eu vraiment un taux d'usage important et elle a quand même plutôt bien rentré. Pour moi, elle était dans les 10 meilleures joueuses, je pense, de la saison. Je dis pas que c'est la 10e meilleure joueuse du monde, hein. Mais de la saison, je pense qu'elle était dans son volume, c'était quand même assez dingue, quoi. Donc bon, et je pense que si Phoenix l'avait pas eu, il n'y a pas de play-off. Voilà, il n'y a vraiment pas de play-off, quoi, clairement. Donc non, je l'ai trouvé excellente. Moi depuis le début, je pensais pas qu'elle serait capable de prendre ce rôle-là. Alors, après, elle n'emmènerait pas une équipe au titre, hein, je ne pense pas. Mais par contre, quand même, pouvoir emmener une équipe en play-off dans la ligue qui est quand même très relevée avec ce volume-là, si vous m'aviez dit ça, les gars, il y a 5 ans, je pense que je ne vous aurais pas cru, quoi. Donc, non, mais c'était des interrogations... C'était des interrogations légitimes hein, quand tu parles de son titre de MVP des finales. Elle est MVP des finales, mais cette année-là, c'est pas elle la première joueuse de l'équipe. Enfin, il y a Candace Parker dans l'équipe, il y a d'autres joueuses. En fait, il y a encore Courtney Vandersloot qui est très présente. Il y a beaucoup de choses dans cette équipe de Chicago. Donc c'est comme on en connaît des MVP des finales comme ça qui sont parfois des MVP des finales circonstancielles parce qu'ils ont vraiment fait une grosse série et puis après tu te dis c'est pas pour ça que ça va leur donner un nouveau statut. Et elle pourtant elle a continué et cette année-ci elle est troisième meilleure marqueuse de la ligue avec effectivement un gros début de saison et puis après elle a un peu rentré dans le rang. Et puis bon, les deux devant sont un peu extraterrestres aussi quand même. Surtout la première, parce qu'elle est derrière donc Arika Ogunbowale et Ja Wilson évidemment. Mais donc un gros usage, mais quand même une efficacité correcte, on va dire, surtout vu le volume, quoi. On remonte dans le top 10 à la 9e position.
Satou Sabali avec Dallas, qui sortait d'une saison exceptionnelle avec les Wings, qui a été au JO et qui a repris la saison derrière. On l'a descendu un peu, Satou, mine de rien. Je crois qu'elle était 6e ou 7e la saison dernière. Je ne sais pas si vous avez ça sous les yeux. Ouais, je crois que c'est ça. Elle a manqué une partie de la saison avec sa blessure à l'épaule. Sur une demi-saison, quand même, elle a confirmé qu'elle faisait partie des meilleures joueuses de la ligue maintenant. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a encore fait elle n'était pas là pour rigoler. Voilà, une ligne de stats assez complète. 18 points, 6 rebonds, 5 passes. Seule joueuse de la ligue à faire ça. Hein. C'est ça, à plus de 45% à 3 points. Hein. Bon. Sympathique. Et oui, c'est ça, tu l'as dit, c'est la seule qui produit autant dans tous les aspects. Et Gis, Candace Parker. Voilà, Gis, je crois que c'est toi dans le calendrier qui disait qu'elle te faisait vraiment penser à Candace Parker avec cette polyvalence, cette capacité à faire un tas de choses. Mine de rien, ouais, Satou descend un tout petit peu. On est d'accord que c'est juste un contretemps et que ça va pas. Quelle que soit sa décision d'ailleurs, si elle décide de rejoindre une franchise au hasard, peut-être une nouvelle franchise qui vient d'arriver ou pour sa sœur. Voilà, ou avec sa sœur. On est d'accord que c'est juste un contretemps et que le meilleur est encore à venir pour Satou Sabali. Ouais, je pense que on la descend un petit peu parce que c'est que sur une demi-saison, bon, on l'a vu au JO aussi, hein, elle a fait quand même des bons JO avec l'Allemagne, même si elle revenait juste de blessure, elle a manqué un peu de rythme. Mais ce qui était dingue, c'est le volume à 3 points, le 45% à 3 points sur son volume. Pour une joueuse qui à la base, qui est quand même plutôt une poste 4, qui est plutôt en train de devenir une ailière en plus, avec de la polyvalence. Oui, elle me fait penser offensivement, en tout cas, à Candace Parker. Défensivement, il y a encore du job pour atteindre le niveau de Candace Parker, mais offensivement, dans la capacité à faire des passes, à mettre des points, à prendre du rebond, à intercepter des balles, elle peut jouer plusieurs postes. Non, c'est une joueuse, franchement, hors norme. Moi, après, on va voir ce qu'elle va décider. Hein. Elle est restricted free agent hein, quand même. Donc, non, elle est unrestricted, pardon. Donc, elle peut partir n'importe où. Après, Dallas peut aussi l'accord, hein, donc peut-être qu'elle restera à Dallas. J'ai pas l'impression qu'elle ait envie vraiment de partir. Hein. Elle n'a jamais montré vraiment trop ça, mais bon, on va voir. Mais peut-être que le départ de Natasha Howard aussi va lui permettre d'avoir encore plus d'opportunités. Mais c'est une joueuse très forte et si vous regardez dans l'histoire, hein, les lignes de stats qu'elle a fait la saison dernière et cette année, en fait, à part Candace Parker, personne fait ça. Donc c'est juste dingue, quoi. Donc non, moi je suis très très épaté et je pense qu'on n'a pas encore tout vu, hein. Vraiment pas. Ouais, elle n'a pas forcément en plus encore. Elle a eu les soucis de blessure qui font qu'on n'a pas encore vu sur vraiment beaucoup de saisons d'affilée enchaînées prendre de la régularité et tout ça. Donc moi aussi je pense qu'elle peut grimper encore quelques rangs. Hein. Quand tu vois aussi les joueuses qui sont devant, elles sont presque toutes plus âgées qu'elle. Donc il y a quand même des chances. Hein. Voilà, elle n'a que 26 ans. On lui souhaite de tenir la route, de réussir à enchaîner les saisons et de ne pas faire que des demi-saisons, même si c'est pour faire ces statistiques-là qui sont incroyables. On passe à la 8e joueuse qui a aussi perdu quelques places si je ne m'abuse, mais qui reste peut-être 2 places, mais qui elle aussi, c'est devenu l'une des joueuses qu'on aime le plus voir tellement elle est polyvalente, tellement elle est impactante, sans donner l'impression de parler, de s'exprimer autrement force tranquille. Voilà, force tranquille. Je ne sais pas si je reconnaîtrais sa voix si je l'écoutais honnêtement, tellement elle est économe en paroles. C'est Jackie Young en 8e position, 27 ans, Las Vegas Aces. Toujours ce couteau suisse qui a, elle aussi, encore fait beaucoup d'efforts pour essayer de conserver le titre, mais ça n'a pas fonctionné. C'était compliqué, je trouve, d'atteindre les mêmes hauteurs que sur la saison précédente où elle avait été absolument exceptionnelle. Peut-être. Mais voilà, ça reste une des joueuses les plus polyvalentes et complètes de toute la WNBA, on est d'accord. Ouais, peut-être un poil plus d'irrégularité que la saison dernière. Enfin, en même temps, c'était difficile de faire beaucoup mieux. Ce qui fait qu'on lui fait perdre une place ou deux. La saison globale de Vegas est moins bonne. Mais par contre, quand je disais que dans le top 10, il n'y avait plus que des premières options, ou presque, pour moi, Jackie Young, c'est une... Elle a le potentiel pour. Oui, c'est une première option bis, c'est une première option extérieure, en tout cas dans ce jeu de Vegas. Elle est évidemment deuxième option quand on voit le volume que prend A'ja Wilson et surtout avec la réussite qu'elle a eue cette année. Mais Jackie Young, c'est toujours hyper propre, quoi. Il y a un côté d'un robot envoyé sur Terre pour
pour jouer au basket, quoi. On se demande toujours ce qu'elle donnerait comme première option, ailleurs, mais je pense qu'elle s'en fout. Elle est très bien dans un contexte où elle peut dominer, gagner, et je pense que le duo qu'elle forme avec A'ja Wilson est plus que prometteur. Et s'il continue dans la longévité, un jour il faudra peut-être en reparler aussi d'ailleurs de ce duo-là. Elle est à combien à 3 points cette saison? Vous avez le pourcentage ou pas? Parce qu'il y avait cette progression incroyable qu'elle avait sur les dernières années. 34%. 34, Bon, ouais. voilà, il y a eu la chute. Bon. Ouais. Après, c'est Mais à bon, l'image en de même temps, l'effectif. ça pouvait pas être mieux que l'année dernière. Et puis bon, c'est aussi lié un peu au dysfonctionnement qu'il y a pu y avoir à Vegas. Bien sûr. Elle était plus défendue aussi parce qu'il y avait moins de danger autour. Donc forcément, voilà, elle a eu moins aussi d'opportunités là-dessus. Ouais. Moi, je trouve que tu vois l'analogie, on en a parlé d'une joueuse au début. Je trouve que c'est Jackie Young, c'est Betnal Jalani avec du volume, quoi. Si on donnait le même volume à Betnal Jalani, je pense qu'on aurait deux joueuses qui se ressemblent énormément, hein, très fortes défensivement, capables de faire un peu tout sur le terrain, playmaking hyper intéressant cette année. Elle a effectivement un petit peu moins mis dedans, mais par contre, elle a été beaucoup plus présente à la passe, ce qui doit aussi lier au fait que Chelsea Gray a été un peu en dessous, hein, mais elle a pris ce rôle-là, c'est une chose hyper complète. Ouais. Franchement, je pense qu'avec Kala McBride et Betnal Jalani, c'est les trois joueuses les trois extérieures les plus complètes de la ligue. Je parle pas forcément des meilleures, hein, mais les plus complètes et les plus efficaces. Je pense qu'on est dans ce niveau-là, quoi. Et c'est n'importe quelle joueuse, et c'est pas étonnant que ça joue à Vegas, aux Lynx et aux Liberty, que c'est des équipes qui vont loin, quoi. Bien sûr. Joueuses importantes, quoi. Tu parlais de joueuses complètes. Une autre joueuse qui est pas trop incomplète, en 7e position, qu'on a mise à des places très différentes. Pas très différentes, mais... non, quand même pas. Ça a été un de nos petits désaccords. Petit désaccord. La MVP des finales, Jonquel Jones, avec New York. Elle termine donc à la même place que l'an dernier, 7e, dans notre Power Ranking. Et ça peut surprendre un peu, parce qu'on pourrait se dire... elle a fait MVP des finales, donc on la monte, mais dans le consensus, dans notre discussion, alors moi je crois que je l'avais 5e, Flo 7 et Gis 9, c'était ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Au final, on a fait la moyenne, c'est très bien. Et il y a, alors Gis, tu vas peut-être pouvoir expliquer pourquoi, par exemple, tu l'avais mise 9, et donc moins bien que l'an dernier, ça peut totalement s'expliquer, hein, mais moi, par exemple, je vais vous dire pourquoi je l'ai mise vraiment haute, c'est parce que j'ai toujours cette impression que, comme on l'a vu là sur les finales, dès qu'elle est alimentée, dès qu'il y a le bon contexte, et là c'était le bon contexte, parce que les autres joueuses étaient soit plus surveillées, soit moins en forme, peu importe, elle est indéfendable, quoi. C'est une machine de guerre, et il y a très peu de joueuses qui peuvent atteindre ce niveau-là, dans ce registre-là, quoi. Donc moi je l'ai mise là, mais Gis, tu vas nous expliquer pourquoi, selon toi, par exemple, elle peut plutôt être 9e que 7e. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. D'ailleurs, dans les previews du Liberty, j'avais dit que pour que New York soit champion, il fallait que Jonquel Jones soit finale MVP. Ouais. Donc, j'ai aucun doute sur le talent de la joueuse, sur le côté all-around de la joueuse. Mais il y a deux points quand même qui moi, me l'a fait reculer. C'est c'est le volume. Parce que effectivement, oui, on sait qu'elle a ce volume-là, mais quand elle ne l'a pas, c'est difficile de dire qu'elle tiendrait ce niveau-là, en fait, sans l'avoir. On fait un peu de science-fiction, quoi. Ouais. Même si on sait qu'on l'a vu dans d'autres contextes, on l'a vu au Sun, on l'a vu hyper alimentée, et je pense qu'elle serait dans n'importe quelle autre franchise, elle serait plus alimentée, et elle serait très très forte. Et là, elle est sans doute top 5, même peut-être top 3 même. Mais par contre, quand on n'a pas ce volume-là, c'est très difficile d'imaginer ce qu'elle peut donner quand on ne l'a pas, quoi. Et puis, le petit côté aussi qui me gêne, c'est quand même côté défensif. Même si elle a été élue dans des 5 défensifs, je trouve qu'elle fait beaucoup de fautes. Je trouve qu'elle fait beaucoup de fautes un peu idiotes. Et elle a une tendance en plus au rebond à baisser la balle à chaque fois où il y a plein de petites qui vont lui prendre les balles. Et ça a coûté beaucoup de matchs au Liberty et des fois beaucoup aussi de possession. Et ça, c'est des petites choses qu'elle ne corrige pas, je trouve, avec le temps. Et bon, voilà, c'est plus du ciblage technique, mais... voilà, quand on rentre dans ce niveau de classement, voilà, il n'y a plus beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est les deux petites choses. Ces problèmes de faute auraient pu coûter cher au Liberty cette saison. Donc voilà, il y a ces deux petits points-là, quoi. Il y a le volume, parce qu'elle a un volume faible, elle a un volume de 3e, voire des fois 4e option, alors que je pense qu'elle a effectivement une saison de type MVP si elle avait un volume de première option. Mais sauf que
encore une fois, hein, elle accepte de se sacrifier pour le collectif, c'est utile, il le fallait de toute façon. Mais c'est dur, je trouve, de la mettre devant d'autres joueuses qui ont le volume et les performances, quoi. Voilà. C'est pour ça que je l'avais mis un peu plus bas. Mais bon, 9e, encore une fois, c'est une question de range. Hein. Ouais. Ça reste totalement acceptable. C'est ça, sur le niveau intrinsèque, Jonquil, c'est une des 5 meilleures joueuses au monde, je pense, sur ce qu'elle est capable de faire, avec encore le mix entre son âge, ses capacités physiques, techniques. Et puis après, si on regarde purement sa saison, alors je vais même prendre juste la saison régulière pour faire, voilà. Est-ce que rien que sur sa saison régulière, avec le rôle qui est le sien, est-ce qu'elle est ne fût-ce que top 15? Je suis même pas sûr, en fait. Et puis bon, il y a ce côté MVP des finales qui l'a fait remonter, et l'un dans l'autre, je pense que 7 c'est un bon compromis. Et parce que elle aussi, en fait, intrinsèquement, pourrait être une première option, elle l'a déjà montré. Il se trouve qu'elle l'est pas du tout à New York, et là aussi, on va voir ce que ça va donner dans le futur, quoi. Absolument. 6e, une autre intérieure. On se rapproche du top 5, attention. Une autre intérieure, alors elle aussi, il y a quelques années, vous m'auriez dit, elle sera 6e de votre power ranking en 2024, j'y aurais pas cru. Après les migraines, après le rôle de présidente du syndicat des joueuses qui lui tient à cœur et pour lequel elle a beaucoup donné. Nigeria. Voilà, les problèmes pour la nature et pour devenir internationale nigériane, ça n'avait pas abouti. Pour moi, ça fait deux saisons de suite en tout cas minimum que notre joueuse classée numéro 6, Nneka Ogwumike, 34 ans en plus, c'est pas une débutante, évolue à un niveau qui est même presque supérieur à celui de ses meilleures années avec les Sparks. Là, cette année avec Seattle, malgré les galères, le contexte compliqué, elle a encore été incroyable, quoi. 34 ans, et vous pensez la revoir à ce niveau-là quand elle avait ses difficultés il y a quelques années? C'était compliqué à voir. Après, on voyait bien que c'était pas spécialement un déclin physique. Mais bon, on sait jamais trop. Hein. Les carrières, c'est aussi parfois des dynamiques. Là, c'est sûr, c'est que depuis 2-3 saisons, elle est sur une très bonne dynamique. On espère que le contexte soit plus favorable. Parce que voilà, on la met quand même 6e. Par rapport à une Jonquil, par exemple, c'est pas du tout la même utilisation. Elle a été pour moi clairement la meilleure joueuse de Seattle. Seattle, où on a vu que ça fonctionnait bof. Et en fait, malgré tout, l'équipe finit quand même 4e ou 5e de la régulière. Ouais. 5e, ouais, c'est ça, finalement, Vegas passe devant. Mais donc voilà, je pense qu'elle a un peu sauvé le bateau Seattle quand même. Pas toute seule, mais elle a fait partie du sauvetage de la saison du Storm. Et maintenant que ça ressort un peu, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui dysfonctionnaient dans cette équipe. Donc ouais, non, Nneka incroyable. Je sais pas si elle a encore beaucoup d'années comme ça dans les pattes, mais il faut en profiter. 16,7 points, 7,6 rebonds de moyenne. Présent dans le deuxième meilleur 5 de la saison et dans le deuxième meilleur 5 défensif. Donc individuellement quand même très grosse saison de sa part malgré les difficultés du Storm. Voilà. L'efficacité est dingue, quoi. Presque saison en 50, 40, 90, quoi. Enfin, c'est juste complètement dingue, quoi. Ouais. Top. Nneka Ogwumike 6e, on entre dans le top 5 avec une championne WNBA. Elle n'a pas pu avoir le titre universitaire, elle a eu le titre WNBA après quelques saisons. On lui a enlevé. On lui a enlevé, le Covid lui a enlevé. Sabrina Ionescu, visage aussi, l'un des visages de cette ligue, l'une des joueuses les plus médiatisées, les plus médiatiques, les plus fortes aussi, puisqu'elle est dans le top 5. Alors pourquoi Sabrina Ionescu dans le top 5, messieurs? Pour moi, toute une partie de la saison, elle était quasi la meilleure joueuse de New York, avant que sur la fin, Breanna Stewart ne pas remettre les points sur les i, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux, mais je veux dire, elle a été hyper constante, elle a été la plaque tournante, la vraie patronne, en tout cas, ça c'est sûr, leader, que ce soit de vestiaire ou sur le terrain. On sait que c'est un rôle que Breanna Stewart a pas spécialement dans le caractère de prendre. En fait, c'est plus une leader technique, Breanna Stewart. Sabrina Ionescu, c'est la patronne de cette équipe, alors que quand il y a eu tous les transferts l'année passée, on aurait pu se demander si ça allait le rester. Mais non, en fait, on a beau dire Stu York et tout ce qu'on veut, mais non, le Barclays Center, c'est la maison de Sabrina Ionescu. Et ouais, non, clairement, meilleure meneuse de la ligue, sans trop de discussion, je pense. Faudrait trouver un nouveau surnom pour l'équipe, alors autour d'Ionescu, genre New York Sabi, voilà, ça peut être pas mal, un truc comme ça. Parce que je suis d'accord, c'est la patronne vocale, c'est celle qu'on voit le plus, elle a quand même si son adresse à 3 points de la saison dernière était surnaturelle, hein, on savait que c'était pas forcément ce qui durait, mais elle a
totalement compensé par du playmaking, par des shoots rentrés dans des moments clés aussi, qui ont été importants. Son rôle a changé. Hein. Son rôle a changé. C'est clair qu'elle a été mise au cœur du jeu, hein, ce qu'on souhaitait, nous, hein, avec le fait que Courtney Vandersloot a reculé, et c'est ce qu'il fallait, et c'est ce qui a permis aux Liberty cette année, avec une adresse complètement en berne, hein, de Sabrina, parce qu'elle a quand même eu une efficacité nettement moins grande que la saison dernière, en fait, de ne pas descendre de niveau, parce qu'elle a pris en fait le vrai rôle qu'elle a depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire la création du jeu, et elle a compensé, entre guillemets, cette adresse, on va dire, un peu suspecte par moment, par du playmaking, et à ce jeu-là, honnêtement, elle est très forte, quoi. Et je trouve qu'elle a fait des gros efforts défensifs en plus. Oui. Elle a été moins, on va dire, moins passoire qu'elle pouvait l'être par le passé, quoi. Beaucoup plus impliquée, en tout cas, sur ses défenses de 1 contre 1. C'était beaucoup moins une cible. C'est ce que j'allais dire, elle était beaucoup moins ciblée, ça fait la différence, parce que quand tu as une joueuse qui est identifiée comme le maillon faible, ça se paye tout de suite, et puis du coup, voilà. Comme en plus moins utilisée avec Sloot, ça offrait aussi beaucoup moins de jeux faciles pour les équipes adverses, quoi. Donc non, très très grande saison qui aurait dû lui valoir une première équipe de WNBA s'il n'y avait pas eu la hype Caitlin Clark. Ça n'a pas été le cas, effectivement. Ouais. En 4e position, Alyssa Thomas du Connecticut Sun, l'âme du Sun, 4e, donc petite descente. Elle était quoi? On l'avait mise 2e l'année dernière? 2e ou 3e? 2e. 2e, je crois. Elle n'est pas devenue beaucoup moins forte, hein. C'est aussi parce qu'il y a une redistribution des cartes avec certaines joueuses qui ont été plus performantes, mais donc là elle n'a pas été trop dans la discussion pour le MVP cette année, on en a un petit peu parlé, mais bon, globalement ça s'est un peu joué sans elle ce coup-ci. Peut-être parce que le Sun a mieux tourné collectivement aussi, qu'elle a eu moins besoin de tout faire. Elle a baissé de volume aussi, hein. Elle a baissé de volume. Faut dire ce qu'il y a. Le scoring a baissé, quoi. Le scoring a baissé, oui. La passe est restée pareille. Elle a un peu moins de rebonds, mais voilà, c'est plus ou moins la même chose. Ce qu'il y a, c'est que l'année passée, sa saison était presque surnaturelle. Cette année-ci, elle rentre dans une saison qui est, je vais pas dire plus dans ses standards, mais en tout cas, elle a plus donné à manger aux autres. Elle a été plus aidée aussi. On a parlé de la très bonne saison de Dewana Bonner, de l'arrivée de Marina Mabrey, du retour de Breonna Jones. Enfin, tout ça, c'est des choses qui font que elle a dû être moins mise en avant au scoring, en tout cas. Et donc, ça lui fait perdre quelques places. Ce qui est peut-être mieux pour l'équipe, hein, d'ailleurs, en fait, par certains aspects. Après, il va falloir voir ce que va devenir le Sun, parce que là, ça peut être... faut voir où elle sera la saison prochaine. Est-ce qu'elle est toujours au Sun? Enfin, on en a parlé un peu tantôt en parlant de Dewana Bonner. Mais sur cette saison-ci, ça reste le cœur du jeu de Connecticut. Après, fatalement, avec un volume un peu plus bas, on l'a descendu un petit peu. Mais bon, rien de très... Elle est quand même 4e, quoi. Top 5, c'est pas mal. Stephanie White l'a même mise un peu au repos parfois sur des périodes de 2-3 minutes, ce qui n'arrivait absolument jamais avant. Donc elle a un tout petit peu moins de temps de jeu aussi. Mine de rien, elle fait quand même une saison à 10 points, 8 rebonds, 8 passes de moyenne. Meilleur 5 de la saison, deuxième meilleur 5 défensif. Ça reste le cœur de l'équipe. Après, qu'est-ce qu'elle va encore pouvoir donner par la suite? Elle a que 32 ans, si je dis pas de bêtises, 32 ans. Que 32 ans et en même temps pas mal de kilomètres, pas mal de soucis et de blessures. On va voir ce que ça va donner. Ça va être charnière là quand même, hein, de savoir ce qu'elle va faire, quoi. Ah bah c'est pour toute la ligue, hein, pour la géographie de la ligue, ça va être essentiel. Si elle part de Connecticut, ça peut changer quand même beaucoup de choses. Absolument. Ça, on le suivra pendant la free agency dans quelques mois. Le podium, les gars. Est-ce qu'on le ferait pas ensemble d'ailleurs? Allez, faisons le podium qui se détache quand même par rapport aux autres, je pense. Voilà. On est assez d'accord? Ouais, je suis assez d'accord qu'il y a un podium et puis un classement. Ouais. En troisième position, donc là, sur la troisième marche du podium, Brianna Stewart, elle aussi championne WNBA. C'est pas la première fois, contrairement à Sabrina Ionescu, qu'on a positionné du coup un cran derrière A'ja Wilson, qui était notre numéro 1 l'année dernière. Oui. Voilà. Ouais, je crois. Donc A'ja Wilson est toujours la joueuse probablement la plus dominante. Hein, on va pas ses statistiques individuelles sont invraisemblables. Elle fait une saison de MVP. Sa saison l'a fait probablement grimper encore quelques rangs dans une hypothétique hiérarchie des meilleures joueuses de sa génération au bas mot. Mais par contre, elle est quand même deuxième derrière notre numéro 1, nouvelle numéro 1. Première fois pour elle dans nos Power Rankings, Napheesa Collier, qui a fait finale de WNBA avec les Lynx, finale perdue.
mais saison exceptionnelle pour Nafisa Collier, dans la lignée de ce qu'elle avait déjà montré l'an dernier après son retour de congé maternité. Elle a été phénoménale. Est-ce qu'on ne serait pas sur la joueuse la plus complète de la Ligue à l'heure qu'il est? Bah, moi, je le pense. Ouais. Je pense que c'est la joueuse la plus forte des deux côtés du terrain. C'est la joueuse qui a sans doute le plus évolué aussi d'une année sur l'autre. Elle était bien revenue de maternité la saison dernière, mais là, elle a encore repassé un step. Franchement, c'est impressionnant. Moi, je l'ai dit toute l'année, je l'aurais élu MVP personnellement, parce que faire ce qu'elle a fait au sein d'une équipe de Lynx qui était, je rappelle, en début de saison, mis des fois hors playoff, Oui. pousser le New York Liberty en 5 matchs. Dans un match, je crois que le Game 5, il joue à 5 points au final, 67-62, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est les finales les plus Elle est serrées passée depuis, honnêtement à rien de peut-être la plus belle saison de l'histoire de WNBA avec celle de Tabitha Catchings avec le Fever sans doute. Parce qu'elle fait une super saison régulière, 20 points, 10 rebonds à 50% shoot, mais elle n'a pas ralenti en playoff. C'est ça qui est exceptionnel. Il y a eu beaucoup de narratives autour d'Echa Wilson qu'elle faisait une saison hors norme, mais la saison de Nafisa Collier, dans les chiffres, elle n'est pas si éloignée que ça. Et la différence, c'est que les Lynx ont fait un parcours de saison régulière et de playoff bien plus important que Vegas, avec pour moi une équipe beaucoup moins forte. Ouais. Donc elles ont réinventé du jeu, un jeu beaucoup basé autour de 5 joueuses à l'extérieur, tout en mouvement. Peut-être l'un des plus beaux fadeaway qui existent, garçons et filles confondus. Splendide. En termes de fluidité, d'efficacité, c'est juste dingue. Défensivement, elle a été incroyable aussi dans une équipe qui défendait bien. Élu Defensive Player of the Year, même si on a cité d'autres candidates, mais alors ça pouvait ressembler à un lot de consolation parce qu'elle n'avait pas eu de vote. Elle n'avait pas eu de vote pour le MVP quand même, faut le rappeler. A'ja Wilson a été élu MVP à l'unanimité, ce avec quoi on n'était pas d'accord, parce que même si A'ja a absolument pas volé son titre de MVP, elle a fait une saison avec des stats complètement délirantes. Je pense qu'effectivement Nafisa méritait au moins quelques mentions et quelques premières places. Mais donc elle est élue défenseuse de l'année. Le fadeaway dont tu parlais, en finale, elle en met un qui fait gagner le match, à Minnesota, avec Jonquel Jones devant la pomme. Enfin, c'était incroyable. Par contre, je pense que les gens seront surpris de voir Nafisa Collier en première place du Power Ranking, plutôt qu'A'ja Wilson qui sort d'une saison elle aussi très forte et qui est sur une phase de domination sur les 3 dernières saisons qui est plutôt qui est assez indéniable. Qu'est-ce qui pourrait faire pour essayer d'expliquer aux gens, c'est pas juste du favoritisme, on aime bien Nafisa, on n'aime pas A'ja, ce qui est pas du tout le cas évidemment. Moi, au niveau de parce que mon vote était celui-là, enfin quand on a fait notre listing. On a tous les 3 mis Nafisa Collier en tête, il faut le préciser. Ouais. On a mis tous les 3 ce classement-là. Ce podium, ouais. On a mis ce podium-là dans cet ordre-là. Moi, personnellement, je sais pas ce que vous avez fait les gars, mais moi, personnellement, par exemple, si on prend les joueuses intrinsèques, je pense que techniquement, la joueuse la meilleure intrinsèquement des 3, c'est Breanna Stewart. Celle qui est la plus dominante, c'est A'ja Wilson, et pourtant, celle qui a le meilleur combo de tout ce qui fait qu'on joue au basket, c'est Nafisa Collier. Il y a aussi une question de contexte, parce que ici, encore une fois, c'est le Power Ranking, on analyse le contexte. Breanna Stewart a fait une très bonne saison, très très bonne, dans une équipe qui a fait une très bonne saison. Le Liberty finit premier de la ligue, mais dans une équipe beaucoup plus forte. Avec, on a mis Sabrina Ionescu juste 2 places plus bas ici dans le top 5. Jonquel Jones, elle est juste en bas. On avait Betnay Jaleni un peu plus tôt. Enfin, je veux dire, l'effectif du Liberty, on va pas le refaire, mais il est assez méchant. Et A'ja Wilson, elle, pour le coup, fait une saison collective. La saison de Vegas, même si elle finisse par arriver à la 4e place, ce qui permet d'un peu sauver les meubles, la saison de Vegas, elle est quand même assez décevante de façon globale. Alors, c'est pas la faute d'A'ja Wilson, on est d'accord, mais ça fait quand même partie du contexte qu'on doit remettre, c'est-à-dire que A'ja Wilson, elle met 26 points par match, alors en soi il faut les mettre, mais à la fois c'est aussi parce qu'à côté on ne les met pas, et donc c'est elle qui a la balle pour les mettre, donc c'est toujours un peu, il y a toujours les deux faces d'une même pièce. Et Nafisa Collier, elle amène en 2e position une équipe qui est sur le papier qualitativement beaucoup moins forte que les 2 autres effectifs d'A'ja Wilson et Breanna Stewart. Donc moi c'est pour cette raison-là que je la mets aussi haute.
Je pense qu'il n'y a rien qui empêche que ça continue comme ça en plus, parce que l'effectif des Lynx devrait pas trop bouger, alors qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes potentiellement, éventuellement à Vegas ou à New York. Euh, Maintenant, voilà, et Ja Wilson était première l'année passée. Les 6 ne sont pas du tout enterrées, elles peuvent reprendre là où elles l'avaient laissé avec peut-être juste bon voilà une année un peu de moins bon et repartir et en tout cas c'est 3 joueuses qui sont à peu près dans la même génération, dans les mêmes âges et c'est un plaisir de les voir se tirer la bourre sur le terrain, mais je pense aussi que ces 3 là sont un peu au-dessus des autres, surtout avec Alyssa Thomas je pense qui elle est Oui, dans un autre registre et donc ouais. et puis en plus là, Alyssa Thomas, il y a aussi les incertitudes de savoir ce que va être son avenir Mm. à présent, quoi. Ouais. Ouais, Nafissa, cette année, j'ai trouvé qu'elle était. Alors, ça avait commencé déjà, je reparle souvent de ce petit tournoi de qualification auquel on avait assisté, Flo. Je sais Ouais. pas si elle t'avait fait la même impression que moi, mais physiquement, Facile. alors facile, ultra dominante et physiquement hyper affûtée, en fait. Je l'ai Ouais. trouvé incroyable. Et ça s'est répercuté ensuite en Europe aussi, parce qu'il faut dire qu'elle a fait une saison assez magnifique en Europe également. Et je l'ai trouvé en contrôle de tout. Tout était parfait, le leadership, la défense, la finition. J'ai l'impression que ça y est, Les elle a vraiment résultats, trouvé. De quoi? les résultats, Les parce que résultats. c'est ça aussi qui fait aussi beaucoup la Ouais. différence. Autant Breanna Stewart, elle a été un peu noyée dans l'excellence de toute Mm. l'équipe du Liberty. Et déjà, individuellement, elle a été incroyable. Les États-Unis n'auraient pas été championne olympique sans elle, hein. Ouais. Ouais. Même quand on voit sa première mi-temps un peu en dessous, mais quand on regarde la production stat à la fin du match, elle est dingue. Elle est indéfendable, mais moi je pense que depuis le début, que la façon où elle est surutilisée comme ça à Vegas, je pense pas que c'est la meilleure moyen de gagner de Vegas. Sa première saison MVP, Et ça avait été le cas, hein, si vous vous rappelez. On voilà, disait elle était incroyable, mais c'est pas la meilleure utilisation. Elle est parfaite quand autour ça, quand elle c'est est, une joueuse de quand c'est pas un one woman show quoi. c'est une joueuse de finition plutôt Ouais. plutôt qu'une joueuse vraiment créatrice de jeu et c'est et quand on a parlé au début des statistiques, ça s'explique aussi si on regarde les taux d'usage. Edja Wilson a beaucoup plus d'usage de ballon que Nafisa Collier où le ballon à Minnesota est beaucoup plus partagé. Ouais. Et donc forcément ça a un impact sur les stats direct, hein. Si on a moins de ballons à jouer, bah oui, on met moins de points, on prend moins d'actions, etc. Donc il y a aussi des impacts là-dessus. Et puis le côté où je trouve, alors je sais que Edja est souvent cité dans les meilleures teams défensives, etc. Je trouve que Edja Wilson est une joueuse beaucoup plus ciblée défensivement et notamment sur le pick and roll que Nafisa Collier. Elle est très facile. En fait, elle défend très bien le panier, Mhm. Edja Wilson, mais elle défend très très mal l'aspect sur pick and roll, alors que Nafisa Collier excelle là-dessus. Et je trouve que c'est une cible aussi. Alors quand il faut les départager, parce que c'est très compliqué de départager ces trois-là hein, quand même, il faut essayer de mettre les si un petit peu les aspects. Et où je pense aussi, c'est que je pense que Nafisa Collier, on n'a pas encore tout vu. Mhm. Ça reste encore une joueuse aussi encore jeune, hein. Ouais. C'est peut-être que sa première saison vraiment, où elle a vraiment explosé totalement. On va voir l'année prochaine, ça va être très très intéressant hein, de voir ce qui va se passer à Minnesota. Il y a aussi la surprise du jeu. Franchement, elles ont mis en place un jeu qui était très peu joué jusqu'à présent en WNBA, qui avait des fois des allures NBA aussi sur certains aspects. Ouais. On va voir comment les équipes vont s'adapter à ça aussi, hein, voir la capacité qu'elle aura aussi à évoluer. Je pense qu'elle a encore une marge de progression et comme tu dis, le côté, je trouve qu'elle a un côté aussi laisser le jeu venir qui est très fort. C'est-à-dire que même les matchs où elle a senti en finale d'avoir moins d'impact, elle a laissé la balle à Kayla McBride. Elle a su laisser le jeu aux bonnes personnes au bon moment. Et ça, je trouve que c'est un leadership énorme et c'est une capacité d'analyse du jeu. Bon, on découvre pas que c'est une joueuse très intellectuelle, quoi, C'est le plus qui gros sait cul bien basket des 3 lire pour moi. totalement ce qui se passe. Mais ouais, moi, je l'ai trouvée bluffante. Honnêtement, j'adore la joueuse depuis sa saison rookie. Je lui prête un gros potentiel, mais je ne pensais pas, et notamment en début de saison, qu'elle arriverait à produire tout ça à ce niveau-là, quoi. Moi, elle m'a bluffé, quoi. Alors après, on verra l'année prochaine, hein, faudra confirmer. C'est peut-être le moment le plus dur, hein, mais franchement, très impressionnante, quoi. Bluffant, quoi. Nafisa Collier donc numéro 1 du Power Ranking WNBA Swiss Switch de 2024
avec A'ja Wilson en 2 et Breanna Stewart pour compléter le podium. Merci les gars d'avoir fait cette synthèse, ce rappel de ce top 24 qui vaut ce qu'il vaut. Encore une fois, c'est notre avis, notre synthèse à 3 où on a mélangé un peu nos classements. N'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire, à argumenter, gentiment, à critiquer, poliment. Gentiment, évidemment. Il n'y a pas mort d'homme, nous sommes jamais pour la qu'un paix entre... ranking de Noël. Voilà, rien n'est grave. La paix entre les peuples. Ça n'est que du basket. Absolument. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Dès qu'il y a des sujets liés au basket féminin, vous savez qu'on sera sur le coup. On vous tiendra au courant de tout ça et on vous proposera des émissions et des live Twitch avec un calendrier qu'on vous communiquera évidemment en temps et en heure. Bonne fête à tous, bonne année par avance si vous regardez ce podcast après le 31 ou autour du 31. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.